Le bruit des couverts sur la porcelaine résonnait dans mon bureau. Je riais en montrant la boîte à repas à mon collègue. David. Regarde-moi ça. David. Clara est plus étourdie que sa vieille belle-mère. Elle a préparé un plat salé pour Benjamin et a mis du sucre sur le bord. Je m'attendais à son rire habituel. Un son chaleureux qui remplissait souvent notre espace de travail. Mais David ne riait pas. Il a pris la boîte, l'a inclinée sous la lumière crue du néon, et a frotté doucement le rebord avec son doigt. Soudain, son visage est devenu blême. Ses yeux se sont plissés, comme s'il venait de voir une chose horrible. Qui a préparé ce repas? A-t-il demandé d'une voix basse et grave. J'ai froncé les sourcils, un peu confuse. C'est Clara, ma belle-fille. Comme tous les jours. Pourquoi? Il m'a regardé, les yeux remplis d'une inquiétude qui m'a glacé le sang. Hélène? A-t-il dit. Son ton devenant soudainement urgent. Presque un ordre. Vous devez emmener votre fils à l'hôpital. Tout de suite. Mon cœur s'est arrêté. Pourquoi? Expliquez-moi. David. Il a secoué la tête. Sa voix tremblante. Je ne peux pas vous l'expliquer maintenant. C'est quelque chose de terrible. Faites ce que je dis. Ou votre fils ne survivra pas. Tout avait commencé si normalement ce matin-là. Dans notre grand appartement du 16e arrondissement à Paris. Le cliquetis des casseroles dans la cuisine. L'arôme du café fraîchement moulu et le doux parfum d'un nouvel échantillon que j'avais laissé sur la table de la salle à manger se mélangeaient dans l'air. La vie. Dans sa routine la plus réconfortante. J'étais une femme comblée. À 60 ans, j'étais à la tête de « Fleur éternelle », ma marque de parfum de niche. Le travail de toute une vie. Mon fils, Benjamin, était déjà habillé dans un costume impeccable, se préparant pour une réunion importante dans la société financière où il était directeur. Le voir peigner ses cheveux devant le miroir me remplissait de fierté. Il était tout ce que j'avais. Mon unique enfant. Celui pour qui j'avais tout sacrifié. Dans la cuisine, Clara, ma belle-fille, s'affairait. Elle était debout depuis l'aube, ses longs cheveux bruns noués en une queue de cheval impeccable. Tout en remuant une poêle, elle parlait au téléphone avec une amie. Sa voix était un gazouillis joyeux, plein de rire. Mais ses mains bougeaient avec une aisance presque professionnelle, préparant la nourriture dans 2 récipients, un grand pour Benjamin, un plus petit pour moi. Je me tenais sur le seuil de la porte, la regardant avec une chaleur dans le cœur. Quelle fille attentionnée tu es. Ma chérie. Lui dis-je, incapable de cacher mon sourire. Tu ne prends pas seulement soin de ton mari, mais aussi de ta belle-mère. Clara s'est retournée, ses yeux pétillants et son sourire désarmant. Je veux juste que tout le monde mange bien. Hélène. On ne peut plus faire confiance au restaurant aujourd'hui. Ces mots me touchaient profondément. J'avais toujours considéré Clara comme la fille que je n'avais jamais eue. Belle. Vive. Et elle savait comment prendre soin de sa famille. Elle était parfaite. Alors que nous nous préparions à partir, Clara s'est précipitée pour me donner le petit récipient, tandis qu'elle plaçait le grand dans la voiture de Benjamin. J'ai soigneusement mis la boîte dans mon sac, pensant à quel point elle était incroyablement attentionnée. Elle me mettait toujours à l'aise, me faisait sentir que mon fils était entre de bonnes mains. J'ai franchi la porte, sans me douter un seul instant que cette simple boîte à repas allait faire basculer ma vie dans un cauchemar. À l'heure du déjeuner, mon bureau était aussi animé que d'habitude. Les plus jeunes employés étaient rassemblés autour de la table de la salle de pause,
riant et échangeant des anecdotes sur leurs conjoints et leurs enfants. J'ai ouvert mon sac et j'en ai sorti le récipient. Mais j'ai tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas la petite boîte que Clara m'avait préparée. C'était la grande. Celle de Benjamin. J'ai ri en secouant la tête. Clara est plus tête en l'air que sa vieille belle-mère? Ai-je pensé? Croyant qu'il s'agissait d'une adorable maladresse. Lorsque j'ai ouvert le couvercle, j'ai remarqué que le bord du récipient était couvert de petits cristaux blancs. Comme du sucre glace. C'est étrange. Un plat salé avec du sucre sur le rebord? Ai-je marmonné? À la fois curieuse et amusée. Les employés à proximité se sont approchés en plaisantant. Madame Dubois. On dirait que le bord de votre boîte est givré comme un verre de margarita. Tout le bureau a éclaté de rire. L'atmosphère était aussi joyeuse qu'une petite fête. C'est à ce moment-là que j'ai pris le récipient et que je l'ai apporté à David. Mon plus proche collaborateur. Il avait été médecin pour Médecins sans frontières avant de prendre sa retraite et de travailler maintenant comme consultant en sécurité des produits chimiques pour ma société. David était la personne en qui j'avais le plus confiance. Celui à qui je racontais toutes les petites histoires de ma vie. Regarde ça. Lui ai-je dit en riant. Lui montrant la boîte. Clara est si jeune. Mais elle est déjà plus distraite que moi. Elle a cuisiné un plat salé pour son mari et a mis du sucre sur le bord. Peut-être qu'elle trouve que Benjamin travaille trop dur et qu'elle veut le faire grossir un peu. Je plaisantais, m'attendant à ce qu'il éclate de rire comme tout le monde. Mais David n'a pas ri. Il a pris le récipient, l'a incliné sous la lumière du bureau et a doucement frotté le rebord avec son doigt. C'est là que son visage a changé. Il est devenu pâle. Ses sourcils se sont froncés. Et il a plissé les yeux comme s'il venait de voir quelque chose d'effroyable. Qui a préparé ce repas pour lui? A-t-il demandé d'une voix basse et sérieuse. J'ai froncé les sourcils. Un peu déconcerté. Ma belle-fille. Comme d'habitude. Elle nous prépare le déjeuner à mon fils et à moi. Aujourd'hui. Elle m'a donné la boîte de Benjamin par erreur. Pourquoi? Ai-je répondu, essayant de rester calme, même si un terrible pressentiment commençait à m'envahir. David n'a pas répondu tout de suite. Il m'a regardé avec des yeux pleins d'inquiétude et a soudainement dit. D'un ton fort et urgent qui m'a fait sursauter, vous devez emmener votre fils à l'hôpital. Tout de suite. Ces mots ont été comme un coup de poignard en plein cœur. Je me suis figée, sentant le sang dans mes veines se glacer. Les rires et les bavardages dans le bureau se sont brusquement arrêtés. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Les jeunes employés se regardaient, déconcertés, ne comprenant pas ce qui se passait. J'ai essayé de garder mon sang-froid et j'ai demandé à nouveau, pourquoi? Expliquez-moi. David. Qu'est-ce qui se passe? Mais il a juste secoué la tête. Sa voix tremblait. Je ne peux pas vous l'expliquer maintenant. C'est quelque chose de terrible. Faites ce que je dis. Ou votre fils ne survivra pas. J'ai senti mon cœur se briser. Benjamin. Le fils que j'avais protégé toute ma vie. Le garçon que j'aimais plus que moi-même était en danger. Je ne comprenais pas. Je ne voulais pas y croire. Mais la gravité dans la voix de David m'empêchait de douter. Je me suis tournée vers lui, luttant pour que ma voix ne se brise pas. Vous êtes sérieux? Ce n'est pas une blague? N'est-ce pas? David m'a pris la main. Ses yeux étaient rouges. Je vous le jure. Hélène. Jamais je ne plaisanterais avec une chose pareille. Ces cristaux blancs. Ce n'est pas du sucre. Vous devez agir maintenant. Ces paroles ont été comme une sirène d'alarme qui a réveillé tous mes sens. Je ne savais pas exactement ce qui se passait.
Mais mon instinct de mère me disait que quelque chose n'allait pas. Mais alors pas du tout. La boîte à repas était toujours là. Sur la table. Un avertissement silencieux. Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé David. Et pendant un instant, j'ai eu l'impression que le monde entier s'effondrait à mes pieds. David m'a pratiquement poussé hors du bureau. Sa voix était pressante, pleine d'angoisse. Allez-y maintenant. Vous ne pouvez pas perdre une seconde. Il avait déjà son téléphone à la main. Appelant un contact au service de toxicologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Sa voix tremblait. Mais elle était claire. J'ai besoin que vous analysiez un échantillon immédiatement. C'est une question de vie ou de mort. Je suis resté là. Serrant le récipient. Mon esprit en plein chaos. Il y a quelques minutes à peine. Je plaisantais à propos des cristaux blancs sur le rebord. Et maintenant? Cette boîte me semblait être une bombe capable de détruire tout mon univers. Je l'ai soigneusement placée dans un sac en plastique. Comme si je manipulais la preuve d'un crime. J'y vais tout de suite. Ai-je dit à David, durcissant ma voix pour cacher la peur qui grandissait en moi. Il a hoché la tête avec un regard grave. Je vous retrouve à l'hôpital. Ne laissez personne toucher ce récipient. J'ai appelé mon chauffeur personnel. Monsieur Dubois. Qui travaillait pour ma famille depuis plus de 20 ans. Quand je lui ai dit de conduire directement à la Pitié-Salpêtrière, il m'a regardé à travers le rétroviseur avec curiosité. Mais n'a posé aucune question. Plus vite. Jones. Ai-je dit d'une voix rauque. Pendant le trajet, je suis restée assise sur la banquette arrière, agrippée au sac en plastique, le regard fixé sur la fenêtre. Les rues de Paris étaient aussi animées que d'habitude, avec les taxis qui filaient, les vendeurs ambulants qui criaient depuis les trottoirs, et le soleil qui se reflétait sur les immeubles haussmanniens. Mais tout me semblait lointain, comme si j'étais dans un autre monde. Un monde où il n'y avait que moi et la terreur de ce qui allait arriver. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, je suis entrée dans la zone de réception, tenant toujours le sac en plastique. La jeune infirmière avec des lunettes à monture épaisse a levé les yeux. Surprise. Quand j'ai dit, j'ai besoin que vous analysiez un récipient de nourriture. Il y a quelque chose d'étrange dedans. Elle a cligné des yeux. Comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Mais à ce moment-là, le téléphone sur son bureau a sonné. J'ai vaguement entendu la voix de David à l'autre bout du fil. Et l'infirmière a hoché la tête, notant quelque chose rapidement. Très bien. Madame. Veuillez patienter un instant. L'échantillon sera immédiatement conduit au laboratoire, a-t-elle dit d'un ton professionnel qui ne pouvait cacher sa curiosité. J'ai juste hoché la tête. Trop faible pour en expliquer davantage. Un employé en blouse blanche a pris l'échantillon. Et j'ai été guidée vers une salle d'attente au bout du couloir. Le hall de l'hôpital était plein de gens. De pas pressés. Du son monotone du système de sonorisation qui appelait les patients. Et de l'odeur de désinfectant qui flottait dans l'air. Je me suis assise, joignant mes mains, essayant de rester calme. Mais chaque minute qui passait me semblait être une heure. Je regardais l'horloge au mur. L'aiguille des minutes se déplaçait avec une lenteur exaspérante, comme pour se moquer de ma patience. Dans mon esprit, des images d'un jeune Benjamin sont apparues, courant dans le parc Monceau en me tenant la main. Benjamin, plus âgé, sur l'estrade, recevant son diplôme de l'ESSEC avec un sourire radieux. Et même plus récemment, quand il se plaignait de se sentir fatigué, se frottant le ventre d'une voix faible. Ce doit être le stress du travail? Maman. J'avais pensé que c'était juste le stress.
Comme n'importe quel jeune homme ambitieux. Mais maintenant, les mots de David résonnaient dans ma tête. Ou votre fils ne survivra pas. J'ai senti mon cœur se serrer. Comment était-ce possible? Qui voudrait faire du mal à Benjamin? Mon fils si bon. Si travailleur. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Benjamin. Ça a sonné? Mais il n'a pas répondu. Je savais qu'il était en pleine réunion importante. Mais le silence à l'autre bout du fil m'a serré le cœur. Je lui ai laissé un message. Mes doigts tremblants pendant que je tapais. Benjamin. Tu dois faire un bilan de santé aujourd'hui. En secret. Ne le dis à personne. Même pas à ta femme. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai fixé l'écran. Attendant une réponse. Mais rien n'est venu. Je me disais de me calmer. Mais l'anxiété montait comme une vague sur le point de me noyer. Enfin. Après une éternité. Un jeune médecin est sorti du laboratoire. Il portait un badge nominatif sur lequel on pouvait lire « Docteur Étienne Moreau ». Son visage était sérieux. Mais son regard était bienveillant. « C'est vous qui avez apporté le récipient de nourriture? N'est-ce pas? » a-t-il demandé. Tenant une feuille de papier. J'ai hoché la tête. Mon cœur battant comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. Il s'est assis à côté de moi et a dit d'une voix lente mais claire, « Nous avons analysé l'échantillon de nourriture. Il contient de l'arsenic. C'est une substance extrêmement toxique qui, si elle est consommée en continu sur une longue période, peut causer des dommages à l'estomac, au foie, aux reins, et peut même entraîner la mort. » J'ai écouté ces paroles. Paralysé. Le mot « arsenic » résonnait dans ma tête. Aussi tranchant qu'une lame. J'étais abasourdi. Incapable de dire quoi que ce soit. Je fixais simplement le médecin. Espérant avoir mal entendu. Mais Étienne a continué. Sa voix devenant plus sérieuse. Des symptômes comme la fatigue. Les douleurs abdominales. Les nausées. Ils correspondent parfaitement à un empoisonnement chronique. Si votre fils mange cette nourriture depuis longtemps, il y a un risque élevé qu'il ait été empoisonné. Mon esprit vacillait. Soudain, je me suis souvenu des fois où Benjamin se plaignait de fatigue. Des nuits où il s'asseyait sur le canapé en se frottant le ventre. Le visage pâle. C'est la pression du travail? Disait-il. Et je l'avais cru. Je l'avais même emmené chez un médecin. Mais il n'avait prescrit que des vitamines et recommandé du repos. Comment aurais-je pu imaginer que dans ces déjeuners soigneusement préparés, un poison mortel se cachait? Jour après jour? J'ai serré les poings. Mes ongles s'enfonçant dans ma peau. Essayant de ne pas m'effondrer sur place. Merci. Docteur. Ai-je murmuré? La voix étranglée par l'émotion. Étienne a hoché la tête. Il a posé une main sur mon épaule comme pour me réconforter. Puis il est parti. Je suis sortie de l'hôpital avec l'impression que mes pieds pesaient une tonne. Assise dans la voiture, je serrais le sac en plastique qui contenait le récipient. Comme s'il était la preuve ultime d'une vérité terrifiante. Les rues de Paris étaient toujours bruyantes. Avec le son des klaxons et les rires des gens. Mais je n'entendais plus rien. Dans ma tête, une seule question se répétait encore et encore. Qui a fait ça? Qui voudrait faire du mal à Benjamin? Et puis, une pensée m'a glacé les os. Clara. Ma belle-fille. Celle qui avait préparé la nourriture. La personne en qui j'avais toujours eu confiance. Celle que j'aimais comme ma propre fille. Non. Ce n'était pas possible. Me suis-je dit. Clara était toujours si attentionnée. Elle prenait soin de Benjamin à chaque repas. À chaque instant.
Mais alors? L'image des cristaux blancs sur le rebord du récipient m'est revenue à l'esprit. Et la voix de David a résonné, c'est quelque chose de terrible. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vérifié le message que j'avais envoyé à Benjamin. Toujours aucune réponse. Je voulais l'appeler à nouveau. Mais j'ai arrêté ma main. Si c'était Clara, je ne pouvais pas la laisser soupçonner quoi que ce soit. J'avais besoin de temps pour enquêter. Pour protéger mon fils. Assise dans la voiture, je regardais par la fenêtre. La lumière du coucher de soleil se reflétait sur les toits en ardoise. Mais dans mon cœur, il n'y avait que des ténèbres. Benjamin était tout ce que j'avais. J'avais perdu mon mari 10 ans plus tôt et j'avais bâti la marque, Fleur éternelle, toute seule pour la laisser à mon fils. Je ne pouvais pas le perdre. Je ne le pouvais pas. Cet après-midi-là, je ne pouvais pas rentrer directement chez moi. Mon esprit était encore en état de chaos après ce que le docteur Moreau m'avait dit à la Pitié-Salpêtrière. J'avais besoin de réponses. D'un indice pour comprendre pourquoi ce cauchemar arrivait à Benjamin. J'ai décidé de me rendre directement au cabinet de Maître Bernard, mon avocat personnel, qui m'aidait dans toutes les affaires juridiques de ma marque de parfum depuis plus de 20 ans. S'il y avait bien quelqu'un qui comprenait mes biens et mes volontés, c'était lui. Quand je suis entrée dans son bureau, Maître Bernard était assis derrière son bureau avec ses lunettes à monture dorée, lisant attentivement un dossier. En me voyant, il a levé les yeux et m'a adressé un sourire bienveillant. « Madame Dubois, quelle surprise de vous voir ici sans rendez-vous. Se passe-t-il quelque chose d'important ?» Je me suis assise dans le fauteuil en cuir en face de lui. Allant droit au but. « Maître Bernard, j'ai besoin que vous examiniez mon testament et tous les documents liés à ma succession. » Immédiatement. Ma voix était plus ferme que ce à quoi je m'attendais. Comme si j'essayais de cacher la tempête d'émotions qui faisait rage en moi. Maître Bernard a froncé les sourcils. Mais n'a pas posé d'autres questions. Il s'est levé. A ouvert un classeur et en a sorti un épais dossier. Voici la dernière version que vous avez signée l'année dernière, a-t-il dit en posant les papiers devant moi. J'ai parcouru les pages une par une. Les mots secs sur les propriétés, l'immobilier et les actions de la société défilant sous mes yeux. Mais lorsque je suis arrivée à la section sur la répartition de l'héritage, j'ai senti mon sang se glacer. Dans le testament, j'avais clairement stipulé que mes biens seraient répartis équitablement entre Benjamin et Clara, mon fils et ma belle-fille, que j'avais toujours considérée comme une fille. Mais il y avait une clause qui m'a fait frissonner. Si l'un d'eux venait à décéder avant moi, le survivant hériterait automatiquement de la totalité des biens. En d'autres termes, si Benjamin mourait, Clara deviendrait l'unique héritière. J'ai levé les yeux vers l'avocat. Ma voix tremblait. Et si je suis encore en vie? Pourrait-elle obtenir quelque chose? Maître Bernard a ajusté ses lunettes. Sa voix était sérieuse et claire. Si vous êtes toujours en vie, vous restez propriétaire de la marque de parfum et avez le droit de modifier le testament à tout moment. Mais si Benjamin venait à décéder avant vous, c'est bien personnel les propriétés. Les investissements passeraient progressivement entre les mains de Clara. À votre décès, légalement, c'est le chemin le plus court pour elle pour tout obtenir. Il a fait une pause, me regardant pour s'assurer que je comprenais le poids de ses mots. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter, et l'image qui se formait me laissait pétrifiée. Sur le chemin du retour, je ne pouvais m'empêcher de penser à Clara. Elle avait toujours été la belle-fille parfaite à mes yeux. Belle. Attentionnée. Elle savait toujours comment me faire plaisir. Mais maintenant, mes souvenirs d'elle me semblaient déformés.
Je me suis souvenu des fois où elle m'avait discrètement interrogé sur la valeur de la maison de Biarritz ou de ses questions désinvoltes sur mes projets d'investissement sur la Côte d'Azur. Une fois, lors d'un dîner, elle avait laissé échapper « Si un jour vous n'êtes plus aux commandes, je continuerai à développer la marque. N'est-ce pas, Hélène ? Je vous promets que je ferai un excellent travail. » À l'époque, j'avais simplement souri, pensant que c'était le souci d'une belle fille dévouée. Mais maintenant, cette phrase résonnait dans ma tête, aussi tranchante qu'un avertissement. Clara aurait-elle pu tout planifier depuis longtemps ? Aurait-elle pu voir Benjamin et moi non pas comme sa famille, mais comme des obstacles sur son chemin vers une immense fortune ? Quand je suis arrivée à la maison, il faisait presque nuit. La lumière jaune du porche illuminait la silhouette de Clara, assise dans un fauteuil en osier, consultant son téléphone. Elle a levé les yeux et m'a souri, aussi radieuse que d'habitude. « Vous êtes rentrée, Hélène ? Je viens de réserver un rendez-vous au spa pour le week-end. Vous voulez venir avec moi ? Ils ont un forfait de massage relaxant incroyable. » Sa voix était douce et insouciante, mais elle ne me procurait plus la même chaleur. Je l'ai regardée dans les yeux, essayant de trouver un signe, un soupçon de doute, une lueur de culpabilité. Mais je n'ai vu que ce sourire parfait. « J'ai un engagement, ma chérie. Vas-y avec tes amis. » ai-je répondu sèchement, entrant rapidement dans la maison. Je ne voulais pas qu'elle voie mes mains trembler ni la fureur et la douleur que j'essayais de réprimer dans mon regard. Dans le salon, je me suis effondrée sur le canapé et j'ai mis mes mains sur ma tête. Mon cœur était déchiré. Une partie de moi refusait de croire que Clara, la jeune fille que j'avais accueillie dans ma famille à bras ouverts, puisse faire quelque chose d'aussi monstrueux. Mais l'autre partie, la raison d'une mère, me criait que je devais protéger Benjamin, même si cela signifiait affronter la plus cruelle des vérités. Je me suis souvenu des premiers jours où Benjamin avait amené Clara à la maison pour la présenter. Elle était timide. Elle tenait la main de Benjamin et m'avait dit « Je vous promets que je prendrai bien soin de lui. » Madame Dubois. Je l'avais cru. Je pensais avoir de la chance d'avoir une belle fille comme elle. Mais maintenant, chacun de ces souvenirs était comme un couteau qui s'enfonçait dans mon cœur. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une lourdeur dans la poitrine, comme si un rocher écrasait mes rêves. Mon sommeil n'avait rien arrangé. Je n'avais fait que des cauchemars de Benjamin, du récipient et du sourire de Clara, un sourire dont je ne savais plus s'il était réel ou un masque. J'ai enfilé un chemisier bleu foncé, la couleur dont Benjamin disait autrefois qu'elle me donnait l'air puissante, et j'ai conduit jusqu'à son bureau dans le centre-ville. Je ne l'ai pas prévenu. Je lui ai juste envoyé un court message « J'ai besoin de te voir ?» Tout de suite. Sur le chemin, j'ai essayé de rester calme. Mais mes mains agrippaient le volant, trempées de sueur. Je savais que cette conversation allait tout changer. Mais je ne pouvais plus la reporter. Benjamin devait savoir la vérité. Quand je suis arrivée, Benjamin sortait tout juste d'une réunion. Sa veste était un peu froissée, mais son sourire était toujours radieux quand il m'a vue. « Maman, que fais-tu ici sans prévenir ? Tu viens voir si je travaille dur ? » a-t-il plaisanté sur son ton léger habituel. Voir mon fils là, si sain et insouciant, me brisait le cœur. Comment allais-je lui dire que la femme qu'il aimait, la personne en qui il avait le plus confiance, complotait peut-être pour le tuer ? Mais je n'avais pas le choix. « Benjamin, viens dans ton bureau avec moi. C'est quelque chose d'important ?» ai-je dit avec un sérieux que je n'avais pas voulu. Il a froncé les sourcils. Son sourire s'est effacé.
Mais il a hoché la tête et m'a conduite à son bureau privé. Le bureau était spacieux, avec une grande fenêtre donnant sur la ville animée. Benjamin s'est assis et m'a fait signe de prendre place en face de lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman? Pourquoi si sérieuse? Y a-t-il un problème avec la société de parfums? A-t-il demandé, pensant encore qu'il s'agissait d'une conversation normale. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai ouvert mon sac à main et j'en ai sorti le dossier avec les résultats du laboratoire de la Pitié-Salpêtrière et la copie du testament que maître Bernard m'avait donné la veille. Je les ai posés sur le bureau. Les ai poussés vers lui et les regardé droit dans les yeux. Lis ça. Benjamin. Ai-je dit. Ma voix chargée d'une émotion contenue. Benjamin a pris les documents et a commencé à tourner les pages. Son expression est rapidement passée de l'indifférence à la confusion, puis à une pâleur mortelle. Quand il a lu les résultats du laboratoire, j'ai vu ses mains trembler, faisant bruire le papier. De l'arsenic dans ma nourriture? Il a levé les yeux écarquillés, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il lisait. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable. Et je lui ai tout raconté. Comment j'avais confondu son récipient avec le mien? Les cristaux blancs sur le couvercle. L'avertissement de David. Et les résultats du laboratoire qui confirmaient la présence d'un poison mortel. Je lui ai raconté lentement, détail par détail, comme si en parlant vite, je ne pouvais pas supporter le poids de la vérité. Benjamin est resté paralysé, s'accrochant toujours au papier. Il a secoué la tête encore et encore, comme s'il voulait tout rejeter. Ce n'est pas possible. Maman, a-t-il dit. La voix étranglée. Clara m'aime. Elle aime notre famille. Elle me prépare à manger tous les jours. Elle prend soin de chaque détail. Comment pourrait-elle? Sa voix s'est éteinte, et j'ai vu ses yeux rougir. Voir mon fils comme ça me déchirait. Je voulais le serrer dans mes bras, lui dire que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais l'épreuve était là, devant nous. Je ne pouvais pas lui mentir, ni à moi-même. J'ai laissé Benjamin absorber le choc. Puis j'ai dit d'une voix lente mais ferme, je sais que c'est difficile à croire. Mon fils. Je ne veux pas y croire non plus. Mais les preuves sont là. Et te souviens-tu de ta santé ces derniers mois? Les fois où tu te plaignais de fatigue? De maux de ventre? De nausées? Je pensais que c'était à cause du travail. Mais maintenant je sais que ce n'était pas le cas. J'ai fait une pause et je l'ai regardé dans les yeux. Benjamin. Je ne peux pas te perdre. Tu dois affronter cette vérité, aussi douloureuse soit-elle. Benjamin a baissé la tête, se couvrant le visage avec ses mains et fermant les yeux très fort. Je savais qu'il essayait de relier les points, les nuits où il rentrait épuisé, les fois où Clara lui apportait un verre de jus d'orange, ou les repas qu'elle lui préparait avec un sourire tendre. Soudain, il a frappé la table de sa main, me faisant sursauter. Si c'est vrai, a-t-il dit, la voix tremblante de rage. Alors non seulement elle m'a trahi, mais elle veut voler ton héritage et détruire notre famille. J'ai vu une douleur mêlée de détermination dans ses yeux, comme s'il venait de réaliser que la vie en laquelle il croyait avait été brisée par la personne qu'il aimait. Je lui ai pris la main et je l'ai serré fort. Toi et moi devons coopérer avec la police, ai-je dit d'une voix déterminée. Nous ne pouvons pas l'affronter seuls. Si nous restons silencieux, tu seras en plus grand danger. Benjamin m'a regardé. Ses yeux oscillaient entre la douleur et le doute. Je savais qu'il aimait encore Clara, qu'il voulait encore croire qu'il y avait une explication. Mais ensuite, il a pris une profonde inspiration et a hoché la tête,
Les yeux rougis. Maman. Je ferai ce que tu dis. Démasquons-la. Je ne peux pas te laisser subir une autre perte. Le même après-midi. Benjamin et moi nous sommes rendus au commissariat pour voir le commissaire Leclerc, que j'avais rencontré lors d'un séminaire d'affaires quelques années auparavant. Le commissaire était un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants, à la voix sérieuse et au regard pénétrant. Nous nous sommes assis dans un petit bureau au mur blanc qui sentait le café. Je lui ai raconté toute l'histoire, de la boîte à repas aux résultats du laboratoire, tandis que Benjamin ajoutait des détails sur sa santé. Le commissaire Leclerc a écouté attentivement, prenant des notes et hochant la tête de temps en temps. « C'est une affaire très sérieuse ?» a-t-il dit d'un ton grave. « Nous allons prendre le récipient comme preuve et prévoir d'installer des caméras dans votre maison pour la surveiller. Nous devrons également analyser d'autres échantillons de nourriture. » Il m'a regardé. Puis Benjamin. « Mais vous deux devez garder cela secret. » Absolument. Nous ne pouvons pas laisser la suspecte savoir que nous l'enquêtons. Benjamin a hoché la tête. Mais j'ai vu qu'il serrait les poings. Compris, a-t-il dit d'une voix rauque. Je savais qu'il se battait avec lui-même, avec l'amour qu'il avait autrefois ressenti pour Clara. Quand nous avons quitté le commissariat, Benjamin est resté silencieux pendant un long moment. Nous étions sur le parking, au milieu de l'agitation de Paris. J'ai regardé mon fils, le jeune homme que j'avais élevé, qui semblait maintenant avoir vieilli de 10 ans en une seule journée. Maman, s'est-il tourné vers moi? La voix étranglée. Je n'aurais jamais imaginé que la personne qui dormait à côté de moi chaque nuit voudrait me tuer. Mais pour toi, pour la marque, pour notre famille, je serai fort. Je me suis approchée et je l'ai serré fort dans mes bras. Son corps tremblait et j'ai senti sa douleur se mêler à la mienne. Mon fils. Je suis là. Ai-je murmuré alors que des larmes coulaient en silence. Nous allons traverser ça ensemble. Mon cœur était endolori, mais rempli de détermination. À partir de maintenant, nous n'étions plus des victimes. Nous allions renverser la situation. Et je ferai n'importe quoi pour protéger mon fils. Peu importe le coût. Après avoir quitté le commissariat, Benjamin et moi sommes restés assis dans la voiture. Personne n'a dit un mot pendant plusieurs minutes. Le moteur de la voiture ronronnait de manière monotone. Mais à l'intérieur de moi, tout était un tourbillon. Nous venions d'entrer dans une guerre où l'ennemi était quelqu'un que nous avions considéré comme de la famille. Benjamin regardait par la fenêtre, le visage tendu et les mains serrées sur ses genoux. Je savais qu'il luttait avec lui-même, piégé entre l'amour et la trahison. Maman, a-t-il finalement dit à voix basse. Comment allons-nous la démasquer? Je ne veux pas que cela traîne plus longtemps. J'ai hoché la tête, sentant ma détermination grandir. Nous allons la faire perdre patience? Benjamin. Si elle a vraiment un plan, elle commettra une erreur. En rentrant à la maison, j'ai immédiatement appelé le commissaire Leclerc pour discuter du plan. Il a écouté, puis a suggéré d'une voix ferme, attaquer son mobile. L'argent. Si elle en a après le patrimoine, faites-lui croire que l'opportunité lui échappe. Elle paniquera et agira de manière imprudente. Ces mots ont été comme un éclair de lumière dans mon esprit. J'ai immédiatement pensé au testament. Quelque chose qui semblait tant intéresser Clara. Si je lui faisais croire que la fortune était sur le point de lui filer entre les doigts, elle ne pourrait pas rester calme. Je sais quoi faire. Ai-je dit à Leclerc? Me sentant comme une stratège sur le point d'entrer en bataille. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Bernard, mon avocat. Maître Bernard, pourriez-vous venir à la maison cet après-midi?
Je veux discuter d'un Nouveau Testament, ai-je dit, en m'assurant que ma voix était forte, car Clara était à proximité, arrangeant des fleurs dans le salon. Je l'ai vue s'arrêter un instant. Ses mains se sont figées. Mais elle s'est rapidement penchée, faisant semblant de continuer sa tâche. Je savais qu'elle m'avait entendu. Cet après-midi-là, lorsque la voiture de l'avocat s'est garée devant le portail, j'ai délibérément ouvert le portail principal pour que Clara puisse le voir clairement. Elle était sur le porche, disant au revoir à une amie, et son regard a glissé vers la voiture avec une curiosité qu'elle ne pouvait cacher. Dans le salon, Maître Bernard et moi nous sommes assis l'un en face de l'autre, la fenêtre ouverte pour que nos voix puissent être entendues de l'extérieur. J'ai parlé d'une voix forte et claire. Maître Bernard, j'y ai beaucoup réfléchi. Dans un mois, je changerai officiellement le testament. Je veux faire don de la majeure partie de ma succession à une fondation caritative pour construire un orphelinat pour les enfants abandonnés. Ils ont plus besoin de cet argent que mes enfants. Maître Bernard, que j'avais déjà informé du plan, a hoché la tête et a joué le jeu. C'est une idée très noble. Madame Dubois. Je vais préparer les documents immédiatement. Quel pourcentage de vos biens souhaitez-vous allouer? J'ai répondu en insistant délibérément, au moins 80%. La marque de parfum? Les propriétés? Tout. Je veux laisser un héritage qui ait du sens. À ce moment-là, j'ai entendu des pas discrets dans le couloir. Clara est passée avec un plateau de fruits dans les mains. Mais ses pas se sont clairement arrêtés une seconde. Je l'ai regardée du coin de l'œil et je l'ai vue se figer un instant, les yeux écarquillés, avant de se dépêcher de continuer son chemin. Mon cœur s'est emballé. Elle avait entendu, et je savais que cela avait touché sa plus grande peur. Quand Maître Bernard est parti, Clara l'a accompagné jusqu'à la porte avec un sourire forcé sur les lèvres qui ne semblait plus naturel. Merci d'être venu, Maître Bernard, a-t-elle dit. Mais sa voix tremblait légèrement, comme si elle essayait de cacher quelque chose. Ce soir-là, j'ai décidé de pousser le plan un peu plus loin. J'ai organisé un dîner de famille, comme je le faisais habituellement pour maintenir une atmosphère chaleureuse. Benjamin était assis à côté de moi, et Clara en face de nous, souriante. Mais ses yeux manquaient de leur éclat habituel. En servant le vin, j'ai volontairement abordé à nouveau le sujet du testament. J'y ai bien réfléchi. La marque de parfum est l'œuvre de ma vie. Mais je veux qu'elle soit liée à la philanthropie. Faire don de mes biens à la fondation est une façon pour moi de me sentir en paix. Clara a hoché la tête, faisant semblant d'être d'accord. C'est si noble de votre part, Hélène. Je vous soutiens entièrement. Mais j'ai vu qu'elle serrait son verre de vin, ses ongles peints en rouge s'enfonçant dans le verre. Benjamin a joué le jeu avec moi, d'un ton doux mais significatif. C'est vrai, maman. C'est si précieux que vous pensiez à la société. J'espère aussi qu'à l'avenir, la marque sera associée à une image humanitaire. J'ai jeté un coup d'œil à Clara et je l'ai vue baisser la tête, les lèvres pincées. À la fin du dîner, Clara a trouvé une excuse. J'ai un rendez-vous tardif au spa avec une amie. Je pense que je rentrerai un peu tard. Elle s'est levée, a pris son sac à main et est partie. Je faisais semblant d'être occupée à débarrasser la table. Mais en passant près du jardin, je l'ai entendu parler au téléphone d'une voix basse et précipitée. Nous ne pouvons pas attendre un mois de plus. Nous devons agir maintenant. Mon cœur s'est arrêté. J'ai fait semblant de tousser et je suis sortie dans le jardin comme par hasard. Clara a sursauté et s'est retournée, les yeux écarquillés de panique.
Mon rendez-vous de massage vient d'être reporté à demain matin. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, a-t-elle dit, changeant rapidement de ton avant de raccrocher. J'ai souri et hoché la tête. Tu es fatiguée, ma chérie? Alors repose-toi. Ne te surmène pas. Mais à l'intérieur, je savais qu'elle paniquait. Cette nuit-là, en montant dans ma chambre, je suis passée devant celle de Clara. La lumière était allumée et sa silhouette se projetait sur le rideau, faisant les 100 pas. Le téléphone collé à l'oreille. Je me suis tenue dans le couloir, écoutant sa voix. C'était un murmure tendu. Je dois faire quelque chose avant que cette vieille dame ne signe le Nouveau Testament. Je suis retournée dans ma chambre, fermant la porte, le cœur battant à 1000 à l'heure. Je savais que c'était le signe que son anxiété avait atteint sa limite. Dans les jours qui ont suivi ce dîner de famille, l'atmosphère dans la maison est devenue tendue. Bien qu'en surface, Benjamin et moi essayions de maintenir une apparence de normalité. À l'intérieur, j'avais l'impression de marcher sur une corde raide, où chaque pas devait être prudent, car la moindre erreur pouvait tout faire échouer. Un matin, alors que je préparais le café, Benjamin est entré dans la cuisine, l'air fatigué. Il s'est assis, s'est frotté le front et a dit à voix basse. « Maman, la nourriture que Clara cuisine ces derniers temps a un goût vraiment bizarre. La soupe d'hier était un peu amère, et le jus d'orange avait un sédiment blanc et trouble. Je ne suis pas sûre. Mais sa voix s'est éteinte. Son regard plein d'inquiétude. Ses paroles ont été comme un coup de poignard au cœur. Je lui ai pris la main, essayant de garder ma voix stable. Ne mange rien de ce qu'elle te prépare. Je m'en occupe. Quelques jours plus tôt, le commissaire Leclerc avait secrètement installé une caméra dans la cuisine, cachée dans le coin du garde-manger. Il avait pris des dispositions pour que je puisse être dans un petit bureau près du commissariat, avec un grand écran pour tout surveiller. Je me suis assise là avec lui et un autre officier, les yeux rivés sur le moniteur. L'image était d'une clarté cristalline. Clara se tenait dans la cuisine, portant un tablier, les cheveux attachés. Elle a ouvert une petite fiole en verre, l'a légèrement inclinée et a saupoudré une poudre blanche dans la marmite de soupe qui mijotait. Ses mouvements étaient lents et prudents, comme si elle l'avait fait des centaines de fois. Son visage était un masque de froideur, sans la moindre hésitation, sans la moindre trace d'émotion. J'ai agrippé le bord de la table, mes ongles s'enfonçant dans le bois jusqu'à me faire mal. Je voulais courir, lui crier dessus. Mais le commissaire Leclerc a posé une main sur mon épaule et a dit à voix basse, doucement. Madame Dubois. Nous avons besoin de plus de preuves. Elle ne s'échappera pas. J'ai hoché la tête, mais je sentais un feu brûler en moi. Voir Clara remuer la soupe avec un léger sourire aux lèvres me donnait l'impression que mon monde s'écroulait. La belle fille que j'avais aimée, celle en qui j'avais eu confiance, était maintenant une étrangère? Un danger qui rôdait dans ma propre maison. Je me suis tournée vers Leclerc, la voix tremblante. Vous êtes sûr que la caméra enregistre tout? Je ne veux pas qu'elle ait la moindre occasion de nier. Il a hoché la tête avec un regard froid. Tout est enregistré. Chaque détail. Avec clarté. Ce soir-là, Benjamin a mangé le dîner que Clara avait préparé. Mais je lui avais dit de ne faire que semblant de goûter un peu. Dès qu'il a posé sa cuillère, il a mis ses mains sur sa tête, se plaignant de vertige, et s'est effondré sur le canapé. Clara a couru vers lui, l'a pris dans ses bras et a dit avec une fausse inquiétude, « Tu as trop travaillé. Ce doit être le stress. Laisse-moi te chercher un verre d'eau. »
Je regardais depuis un coin de la pièce. Son sourire était tendre, mais son regard était froid. Comme si elle évaluait si son plan fonctionnait. Je me suis détournée, faisant semblant d'être occupée avec la vaisselle. Mais mon cœur me faisait mal comme jamais auparavant. Benjamin jouait si bien la comédie. Mais je savais qu'il souffrait aussi. Non pas du poison, mais de la trahison de la femme qu'il avait aimée. Un échantillon de la nourriture de ce dîner a été secrètement recueilli par la police pour être analysé. Le lendemain matin, le commissaire Leclerc m'a appelé dans son bureau. Il m'a tendu la feuille avec les résultats. Sa voix était grave. La concentration d'arsenic dans la soupe et le jus d'orange est le double de celle du récipient précédent. Elle a paniqué. Probablement parce qu'elle a eu peur de perdre l'héritage après vous avoir entendu parler de la fondation. Elle accélère le plan. J'ai pris le papier. J'ai lu chaque ligne. Sentant mon sang se glacer. Le double, ai-je marmonné? Incrédule. Clara ne voulait pas seulement faire du mal à Benjamin. Elle voulait le faire rapidement, avant que je puisse changer le testament. Leclerc m'a regardé et a dit à voix basse, « Vous et votre fils devez être plus prudents. » Elle perd le contrôle. À partir de ce jour, j'ai commencé à prêter attention à chaque petit détail. Chaque fois que Clara servait du jus, elle servait toujours Benjamin en premier, plaçant le verre soigneusement devant lui avant de me servir ou de servir qui que ce soit d'autre. Une fois, j'ai fait semblant d'avoir soif et je lui ai demandé de m'apporter un verre de jus d'orange. Elle s'est agitée nerveusement dans la cuisine. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle m'a tendu le verre. « Tenez. Hélène » a-t-elle dit. Mais elle a évité mon regard. Comme si elle craignait que je découvre quelque chose. J'ai pris le verre et j'ai souri. « Merci. Ma chérie. Mais maintenant, j'ai plutôt envie d'un verre d'eau. » Elle s'est figée un instant, puis a hoché la tête avec un sourire forcé. Une autre nuit, Clara a apporté un bol de soupe et l'a placé devant Benjamin avec un air inquiet. « Mange. Mon amour. J'ai préparé ça spécialement pour toi. » J'ai regardé Benjamin et je lui ai fait un signe des yeux. Il a souri faiblement. Mais j'ai parlé la première. Je suis vieille maintenant. Je ne peux manger que du bouillon. Laisse ton mari manger cette soupe. Clara s'est arrêtée. Le sourire figé sur ses lèvres. Oui. Bien sûr. A-t-elle répondu? La voix un peu cassée. Et elle s'est détournée rapidement. Je savais qu'elle était confuse. Et cela me procurait un étrange soulagement mêlé de douleur. Chaque fois que je rejetais sa nourriture, j'avais l'impression de tisser un autre fil dans le piège que nous avions tendu. Benjamin a continué sa comédie, devenant de plus en plus convaincant. Au travail, il se frottait volontairement le ventre. L'air faible. Ce qui inquiétait ses collègues. À la maison, il s'allongeait sur le canapé, soupirant et se plaignant de fatigue. Clara le regardait avec une lueur de satisfaction dans les yeux, comme si elle croyait que le poison faisait effet. Voir cela me brisait le cœur. Benjamin n'était pas seulement mon fils. Il était ma fierté. Celui qui devait poursuivre mon rêve. Le voir feindre la douleur pour tromper la personne qui essayait de le tuer me remplissait de fierté et d'une profonde tristesse. Tard ce même soir, alors que je marchais dans le couloir, j'ai entendu Clara chuchoter au téléphone. Je me suis arrêtée et je me suis plaquée contre le mur, essayant d'écouter. Encore quelques jours, et après ça, je serai la seule à tout recevoir? A-t-elle dit d'une voix basse mais pleine de détermination. J'ai sorti silencieusement mon téléphone. J'ai activé l'enregistreur vocal et je l'ai tenu fermement. Quand la voix de Clara est passée clairement,
J'ai su que j'avais une autre preuve cruciale. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai envoyé l'enregistrement au commissaire Leclerc avec un message: nous approchons de la fin. Le lendemain matin, le commissaire Leclerc nous a convoqués. Benjamin et moi. Au commissariat. Quand nous sommes entrés, il était assis derrière son bureau avec son regard pénétrant, mais une voix calme. Nous avons déjà suffisamment de preuves pour l'arrêter. Mais pour être sûr qu'elle ne puisse pas nier, nous avons besoin d'un coup final. Une fausse mort de Benjamin la fera baisser sa garde et avouer son plan. J'ai regardé Benjamin. J'ai vu qu'il serrait les mains, le visage tendu. Je savais qu'il aimait encore Clara. Mais il a hoché la tête, la voix résolue. Je le ferai. Si nous continuons d'attendre, elle continuera. Et vous serez aussi en danger? Maman. Ces paroles ont été comme un couteau dans mon cœur. J'étais fière de la force de mon fils. Mais cela me peinait de le voir souffrir l'agonie de la trahison. Je lui ai pris la main et j'ai dit à voix basse: je suis là. Benjamin. Nous allons traverser ça. Le commissaire Leclerc a hoché la tête et a fait signe à un officier de nous conduire dans une salle de conférence pour peaufiner les détails. Le plan a été méticuleusement élaboré. La police s'est coordonnée avec l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour préparer une chambre spéciale, remplie de caméras cachées dans tous les coins. Le docteur Lemaire, un vieil ami du commissaire Leclerc, a accepté d'aider. Elle créerait un faux dossier médical avec un diagnostic clair d'intoxication grave et d'arrêt cardiaque. Pour rendre la chose plus convaincante, Benjamin et moi avons passé des heures avec elle, planifiant chaque étape. Benjamin simulerait un empoisonnement après le dîner, s'effondrant à table. Je serais celle qui appellerait l'ambulance et annoncerait à Clara la nouvelle de sa mort. Chaque détail était calculé. Mais l'anxiété ne me quittait jamais. Si Clara ne réagissait pas comme nous l'attendions, si elle se doutait de quelque chose, tout pouvait s'effondrer. Ce soir-là, la tension dans la maison était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Clara a préparé le dîner comme d'habitude. Elle a servi un bol de soupe parfumée et l'a placé devant Benjamin. Mange. Mon amour. J'ai fait ça spécialement pour toi, a-t-elle dit avec un sourire tendre, mais un regard froid. J'ai regardé Benjamin et je lui ai fait un signe des yeux. Il a hoché légèrement la tête. Il a pris la cuillère, a fait semblant de goûter un peu, puis l'a reposée en grimaçant. Je n'ai pas très faim ce soir. Je pense que je vais manger très peu. Clara l'a regardé avec une lueur de déception, mais l'a rapidement caché avec un sourire. Eh bien, alors je le garderai pour que tu le manges demain. Quelques minutes plus tard, Benjamin a commencé sa comédie. Il s'est agrippé le ventre. Son visage est devenu pâle et sa respiration s'est faite difficile. Maman. J'ai tellement mal. A-t-il murmuré avant de s'effondrer sur la table, renversant un verre d'eau. J'ai sauté sur mes pieds en criant: Benjamin. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma voix tremblait. Et ce n'était pas retirement de la comédie. Voir mon fils immobile, même si je savais que c'était faux, m'a serré le cœur. Clara a également sauté sur ses pieds, a couru vers lui a pris la main et a crié: Mon amour, réveille-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais au moment où elle s'est penchée, j'ai vu une lueur étrange dans ses yeux. Ce n'était pas de l'inquiétude, mais une satisfaction discrète, comme si tout se déroulait selon le plan. J'ai pris mon téléphone à la hâte, faisant semblant d'appeler le 15 d'une voix paniquée. S'il vous plaît, venez vite. Mon fils s'est évanoui. Il ne respire plus. Clara était à ses côtés, se couvrant le visage et sanglotant. Non.
Ce n'est pas possible. Il ne peut pas, mais j'ai réalisé que même si des larmes coulaient, il n'y avait pas de douleur réelle. Je me suis détournée, évitant son regard, craignant de ne pas pouvoir me retenir et de lui crier la vérité. Quelques minutes plus tard, le son d'une sirène d'ambulance a rempli la rue. Les ambulanciers, qui étaient en réalité des policiers en civil, ont chargé Benjamin sur une civière et l'ont rapidement mis dans l'ambulance. Clara s'est précipitée, exigeant de les accompagner. Je dois aller avec lui. Je suis sa femme. Mais un officier l'a arrêtée d'une voix ferme. Je suis désolée, madame. Une seule personne peut accompagner le patient. Je me suis avancée. J'ai pris la main de Clara et j'ai fait semblant de la réconforter. Tu restes, ma chérie. J'irai avec Benjamin. Je te tiendrai au courant de tout. Elle a hoché la tête, les yeux rouges. Mais j'ai senti sa main trembler. Comme si elle retenait quelque chose. Je suis montée dans l'ambulance. La porte s'est refermée et le véhicule a démarré. Assise à côté de Benjamin, je lui ai pris la main et j'ai murmuré, « Tu as été formidable. Maintenant, c'est mon tour. » Il a ouvert les yeux et a souri faiblement. « Je te fais confiance, maman. » J'ai senti une chaleur dans mon cœur, mais aussi une grande lourdeur. Je savais que cette comédie serait le tournant, mais aussi une autre blessure dans nos deux âmes. À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, tout était parfaitement mis en place. Benjamin était allongé, immobile, sur un lit, relié à des fils et à des machines. Un moniteur simulait un arrêt cardiaque, créant une scène terriblement réaliste. Le docteur Lemaire était à ses côtés, examinant le faux dossier, et de temps en temps, elle me lançait un regard rassurant. J'étais assise près du lit, regardant mon fils immobile. Et même si je savais que tout cela était un mensonge, je ne pouvais empêcher mes yeux de se remplir de larmes. J'ai pensé aux années où Benjamin était petit, quand il courait dans le jardin en me tenant la main. Maintenant, il était là, dans le cadre d'un plan pour démasquer la femme qu'il avait autrefois aimée. J'ai essuyé mes larmes, me disant que je devais être forte. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Clara. Mes mains tremblaient en tapant. Viens à l'hôpital immédiatement. Benjamin n'a pas survécu. J'ai appuyé sur envoyer, ayant l'impression de venir de jeter une pierre dans un abîme. Puis je me suis assise et j'ai attendu. Le cœur dans la gorge. Chaque pas dans le couloir me rendait nerveuse. Le commissaire Leclerc était dans un coin de la pièce, observant tout à travers le moniteur d'une caméra cachée. Il a murmuré, « Vous vous en sortez très bien. » Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre sa réaction. Environ 40 minutes après que j'ai envoyé le message, des pas pressés ont résonné dans le couloir du centre médical. Clara est apparue, les cheveux en désordre, un talon de travers, et les yeux si rouges qu'on aurait dit qu'elle s'était forcée à pleurer tout le long du trajet. Elle s'est précipitée vers moi, m'a serré fort dans ses bras et a pleuré, « Ce n'est pas possible. Hélène. » Benjamin était si jeune. Sa voix s'est brisée, mais je pouvais sentir la fausseté dans chaque son. Je suis restée là, rigide, essayant de jouer le rôle d'une mère dévastée. Clara, calme-toi, ma chérie, ai-je murmuré. Ma voix était étranglée, non pas par le jeu d'acteur, mais par la rage et la douleur qui me consumaient. La voir pleurer comme ça me donnait envie de crier. Mais je savais que ce n'était pas encore le moment. La pièce continuait. Et je devais maintenir mon rôle. Le commissaire Leclerc et 3 officiers en civil se tenaient à une courte distance,
faisant semblant d'être des passants. Mais je savais qu'ils observaient chaque mouvement de Clara. L'un d'eux, portant des lunettes de soleil, enregistrait discrètement avec une petite caméra cachée dans ses vêtements. Clara n'a rien remarqué. Elle a continué à me serrer dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. Hélène? Comment cela a-t-il pu arriver? Je n'arrive pas à y croire, a-t-elle sangloté. J'ai hoché la tête, lui tapotant le dos. Mais à l'intérieur, je ne voulais que la repousser et la confronter à la vérité. Je l'ai guidée d'une voix tremblante. Viens voir Benjamin une dernière fois. Il est là-dedans. J'ai conduit Clara jusqu'à la chambre spéciale où Benjamin était allongé, immobile sur le lit, couvert d'un drap jusqu'à la poitrine. Son visage était pâle grâce à un maquillage expert. Les machines autour de lui simulaient un arrêt cardiaque avec de faibles bips, créant une atmosphère terriblement réaliste. Clara s'est approchée. Ses mains tremblantes ont touché celles de Benjamin. Ses larmes coulaient à flots. Mais j'ai remarqué que son regard n'était pas celui de la douleur. C'était celui du soulagement. Une lueur étrange, comme si un grand poids venait d'être enlevé de ses épaules. Mon cœur s'est serré. Comment pouvait-elle être là? À faire semblant de pleurer? Alors qu'elle-même avait causé tout cela? Soudain, Clara s'est penchée et a murmuré si bas que je pouvais à peine l'entendre, enfin. C'est fini. Elle s'est mordu la lèvre instantanément, comme si elle réalisait son erreur. Mais il était trop tard. La phrase a été entendue clairement, captée par le micro caché dans la pièce. Je me suis figée, sentant mon sang se glacer. Et juste à ce moment-là, Benjamin a ouvert les yeux et s'est redressé brusquement dans le lit. Clara a crié et a reculé. Ce n'est pas possible. Mais j'ai été si prudente. Sa voix était pleine de panique. Ses yeux étaient écarquillés d'une terreur absolue, comme si elle voyait un fantôme. Je suis restée là, le cœur battant à 1000 à l'heure, ne sachant pas si je devais ressentir du soulagement ou de la douleur. Benjamin a regardé Clara droit dans les yeux, son regard rempli de colère et de déception. Prudente? A-t-il répété d'une voix aussi froide que la glace. Prudente pour me tuer? Clara a reculé en trébuchant, s'accrochant au bord du lit pour ne pas tomber. Non. Clara a reculé en titubant, s'agrippant au bord du lit pour ne pas tomber. Non. A-t-elle balbutié? Mais sa voix tremblante la trahissait. Ce n'est pas ça. Tu as mal compris. Le commissaire Leclerc est entré dans la pièce. Sa voix était ferme. Nous en avons assez entendu? Mademoiselle Clara. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. 3 autres officiers sont apparus derrière lui, bloquant toute issue. Clara s'est retournée, le visage aussi blanc que du papier. Non. Ce n'était pas moi. A-t-elle crié? La voix brisée. C'était juste une épice. Je voulais juste donner plus de saveur. Mais Leclerc ne l'a pas laissé continuer. Il a brandi un dossier et une clé USB. Sa voix était calme, mais tranchante. Vous voulez voir les preuves? La vidéo de vous versant une poudre blanche dans la soupe? Les résultats de laboratoire avec de l'arsenic? L'enregistrement de votre appel et ce que vous venez de dire il y a quelques secondes? Tout est là. Clara a trébuché comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. Elle m'a regardé, puis a regardé Benjamin avec un air de panique totale. Je ne voulais tuer personne? A-t-elle murmuré. Mais ensuite, comme si elle ne pouvait plus supporter la pression, elle s'est effondrée sur le sol, se couvrant le visage et criant. Je voulais juste l'argent. Je ne voulais pas le faire.
Mais cette vieille dame allait tout donner à une œuvre de charité. Elle ne m'a pas laissé le choix. Cette confession a été comme le coup de poignard final, confirmant toutes mes suspicions. Je suis restée là à la regarder, le cœur déchiré entre la douleur et le soulagement. Douleur pour la trahison de quelqu'un que j'avais considéré comme ma fille. Et soulagement parce que la vérité avait enfin éclaté. Benjamin s'est approché, a passé son bras autour de moi et a murmuré « Maman, nous avons gagné ». Sa voix tremblait mais était pleine de détermination. Je lui ai pris la main et je l'ai serrée, sentant la chaleur de la main de mon fils. Une chaleur que j'avais failli perdre pour toujours. Mon fils. Je suis si fière de toi. Ai-je dit alors que des larmes coulaient en silence. Clara était toujours par terre, la tête baissée, ses sanglots se mêlant au bruit des pas des officiers qui s'approchaient pour lui passer les menottes. « Venez avec nous », a dit le clerc sans la moindre compassion. Clara a levé les yeux. Son regard suppliant était dirigé vers moi. Mais j'ai juste secoué la tête. « Tu as choisi ce chemin. Clara ?» ai-je dit. La voix étranglée. Je t'ai fait confiance. Mais tu nous as tous trahis. Quand ils l'ont emmené. Le couloir de l'hôpital est tombé dans le silence. J'ai serré Benjamin dans mes bras, sentant les battements de son cœur. Les battements de cœur que j'avais craint de ne plus jamais entendre. Nous sommes restés là, au milieu de l'agitation du centre médical. Mais à ce moment-là, il n'y avait que nous deux. J'ai pensé à toutes les années qui avaient passé. Au jour où j'ai élevé Benjamin seul. Au rêve de construire une marque de parfum pour lui. À toute la douleur. À tous les sacrifices. Ils prenaient tout leur sens maintenant. Parce que j'avais toujours mon fils à mes côtés. La police a rapidement emmené Clara dans une salle d'interrogatoire improvisée à l'hôpital. Une petite pièce à la lumière fluorescente et froide. Benjamin et moi avons été conduits dans une salle d'observation adjacente, avec un miroir sans teint qui nous permettait de tout voir sans être vus. Je me suis assise en tenant la main de Benjamin, sentant le tremblement dans les doigts de mon fils. Il était silencieux, le regard fixé sur Clara à travers le miroir, comme s'il essayait de retrouver l'image de la femme qu'il avait autrefois aimée. Je lui ai serré la main et j'ai murmuré « Mon fils, nous allons en finir aujourd'hui. » Mais à l'intérieur, je n'étais pas sûre si je réconfortais Benjamin ou moi-même. Clara était assise en face du commissaire Leclerc, les cheveux en désordre et les mains menottées sur la table en métal. Elle avait la tête baissée. Mais je pouvais encore voir la sueur sur son front. Le commissaire Leclerc a commencé. Sa voix était douce, mais tranchante. Mademoiselle Clara, nous ne voulons pas vous rendre les choses difficiles. Dites-nous simplement la vérité. Pourquoi avez-vous fait ça? Clara a levé les yeux. Son regard allait et venait. Sa voix était pleine de défis. Je n'ai rien fait. Vous inventez tout ça pour me faire du mal. Elle parlait fort. Mais sa voix tremblait. Comme si elle essayait de se convaincre elle-même plus que quiconque. Leclerc n'a pas répondu. Il a silencieusement posé une petite fiole en verre sur la table. La même que la police avait trouvée dans ma cuisine. Alors, qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé. Son ton était calme, mais plein de pression. Du sel? Du sucre? Ou de l'arsenic? Clara a regardé la fiole, les yeux écarquillés, mais n'a pas répondu. Elle s'est mordu la lèvre, serrant ses mains si fort que ses jointures sont devenues blanches. J'ai vu Benjamin à côté de moi serrer les poings. Sa respiration est devenue agitée. Calme-toi. Mon fils. Ai-je murmuré, le tenant par l'épaule? Mais je contenais aussi la rage qui bouillait en moi.
La porte de la salle d'interrogatoire s'est ouverte. Et un médecin de l'hôpital est entré avec des papiers à la main. Voici les résultats des échantillons de soupe et de jus que nous avons prélevés chez vous, a-t-il dit, regardant directement Clara. La concentration d'arsenic est suffisante pour tuer un adulte en bonne santé en peu de temps. Clara a secoué la tête, riant nerveusement. Sa voix s'est brisée. Non. Ce n'est pas possible. Je ne lui donnais que des vitamines. Benjamin était toujours fatigué. Je voulais juste qu'il se sente mieux. Mais sa voix était faible. Comme si elle ne croyait même pas à ses propres paroles. Leclerc ne l'a pas laissé continuer. Il a allumé l'écran sur la table et la vidéo de la caméra cachée dans la cuisine est apparue. L'image était d'une clarté cristalline, Clara, debout devant la marmite, ouvrant la petite bouteille, saupoudrant la poudre blanche, puis remuant rapidement, faisant semblant d'ajouter un peu de sel et de poivre. Son visage était froid, sans la moindre hésitation. J'ai entendu Benjamin pousser un soupir étouffé. Il a baissé la tête, se couvrant le visage comme s'il ne pouvait pas supporter de voir la femme qu'il aimait sur cet enregistrement. Je lui ai pris la main et je l'ai serrée sans dire un mot. Mon cœur me faisait mal. Mais je savais qu'il était temps d'être plus forte que jamais. Avez-vous autre chose à dire ? A demandé Leclerc. Sa voix est restée calme, mais aussi tranchante qu'un couteau. Clara a secoué la tête. Ses yeux bougeaient sans arrêt. La sueur coulait sur ses joues. Je ne sais rien de l'arsenic ? A-t-elle balbutié. Leclerc a fait signe à l'officier à côté de lui. Et un enregistrement audio a été joué. La voix de Clara a résonné dans la pièce. Encore quelques jours ? Et après ça ? Je serai la seule à tout recevoir. C'était la conversation que j'avais enregistrée la nuit précédente. Quand elle chuchotait au téléphone. Clara s'est figée. Le visage pâle. Comme si elle venait de recevoir une gifle. Ce n'est pas moi. A-t-elle crié. Mais sa voix n'avait plus de force ni de conviction. Benjamin. À côté de moi. A bondi. Ses poings étaient serrés et ses yeux étaient rougis. Maman. Je n'en peux plus. A-t-il crié. Sur le point de quitter la salle d'observation. Je l'ai rapidement arrêté. Le serrant fort dans mes bras. Mon fils. Laisse la police faire son travail. Elle ne peut plus nier. Mais en voyant la douleur dans les yeux de Benjamin, je savais que ce n'était pas seulement de la colère, mais un cœur brisé par la trahison. L'épouse qu'il avait aimée, celle en qui il avait eu confiance, était assise là, acculée par ses propres actions. Leclerc a continué. Sa voix n'a pas changé. Mademoiselle Clara, nous avons encore autre chose. Il a posé une copie de mon testament et les documents de ma succession sur la table, pointant la partie cruciale. Si Benjamin décédait le premier, vous seriez l'unique héritière de tous les biens de votre belle-mère. Vous le saviez ? N'est-ce pas ? Clara a regardé les papiers avec la panique dans les yeux. Elle a ouvert la bouche mais n'a rien pu dire. Leclerc a poursuivi, vous avez tout planifié depuis longtemps. N'est-ce pas ? Vous avez commencé avec de petites doses d'arsenic ? Puis vous les avez augmentées quand vous avez entendu qu'elle prévoyait de donner sa fortune à une œuvre de charité. Clara a éclaté en sanglots. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords. Elle a crié. La voix pleine de colère, c'est la faute de cette vieille dame. Si elle n'avait pas annoncé le don, je n'aurais pas eu à me presser comme ça. Cette phrase a été comme le dernier coup de poignard. Directement dans mon cœur. Je me suis figée. Sentant mon monde s'effondrer. Clara ne voulait pas seulement tuer Benjamin. Mais elle m'en tenait pour responsable.
Comme si je l'avais poussé à commettre ce crime. Benjamin m'a serré dans ses bras. Sa voix tremblait. Maman. Ne l'écoute pas. Elle ne mérite pas que tu souffres pour elle. Le commissaire Leclerc a fait un signe de tête à l'officier à côté de lui et a signé un ordre de détention préventive sur le champ. Mademoiselle Clara, vous serez transférée au commissariat central pour poursuivre l'enquête, a-t-il dit sans la moindre compassion. Clara s'est effondrée, se couvrant le visage et sanglotant. Mais personne dans la pièce n'a été ému. Ils l'ont emmenée. Le son de ses pas lourds a résonné dans le couloir de l'hôpital. Benjamin et moi sommes restés assis, regardant en silence à travers le miroir sans teint la table vide et le dossier de documents. Le silence qui s'installa après le départ de Clara était assourdissant. Benjamin et moi sommes restés dans la salle d'observation, le regard vide, fixant la chaise où elle était assise il y a quelques instants. La réalité de sa trahison était maintenant brute, indiscutable. Ce n'était plus une suspicion, mais une certitude gravée dans nos cœurs. Benjamin lâcha ma main et se leva, faisant les 100 pas dans la petite pièce. Son visage était un masque de douleur et de fureur. Comment ai-je pu être si aveugle? Maman? Sa voix était rauque, brisée. Chaque sourire, chaque repas, chaque « je t'aime ». Tout était un mensonge. Je me suis levée et je l'ai pris dans mes bras. Il était si grand, si fort. Mais à ce moment-là, il ressemblait au petit garçon que j'avais consolé après une chute au parc. Ce n'est pas de ta faute, mon chéri, ai-je murmuré. Ma propre voix étranglée par les larmes. Elle nous a tous trompés. Le mal sait comment se déguiser en amour. Il s'est agrippé à moi. Son corps secoué par des sanglots silencieux. C'était la première fois que je le voyais pleurer depuis la mort de son père. Le voir si vulnérable me déchirait. Mais je savais qu'il devait laisser sortir cette douleur. C'était la seule façon de commencer à guérir. Le commissaire Leclerc est entré doucement dans la pièce. Son expression adoucie par une compassion inattendue. Madame Dubois. Benjamin, a-t-il dit d'une voix calme. C'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons sa confession. Le reste suivra la procédure légale. Vous devriez rentrer chez vous et vous reposer. J'ai hoché la tête, reconnaissante. Merci, commissaire. Pour tout. C'est mon travail, a-t-il répondu simplement. Mais en tant qu'homme. Je suis désolé que vous ayez eu à traverser cela. Le retour à la maison a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Chaque recoin de l'appartement était imprégné de la présence de Clara. Ses fleurs sur la table du salon. Ses livres sur la table de chevet. Son parfum qui flottait encore légèrement dans l'air. C'était comme si le fantôme de son mensonge nous hantait. Benjamin est allé directement dans sa chambre et a fermé la porte. Je ne l'ai pas suivi. Je savais qu'il avait besoin d'être seul. Je suis allée dans la cuisine. Le lieu où le poison avait été si méticuleusement préparé. J'ai ouvert les placards. Regardant les épices. Les boîtes de conserve. Les objets du quotidien qu'elle avait utilisés pour masquer son crime. J'ai vu le pot de sucre sur le comptoir et j'ai frissonné. Me souvenant de ma plaisanterie innocente avec David. Comme j'avais été naïve. Avec une détermination soudaine, j'ai pris un grand sac poubelle et j'ai commencé à vider les placards de toute la nourriture. Je ne pouvais pas supporter l'idée de manger quoi que ce soit qui aurait pu être touché par ses mains. C'était un acte irrationnel, mais nécessaire. Une purge. Je devais effacer sa présence. Purifier notre maison de son influence toxique. Plus tard dans la soirée, Benjamin est sorti de sa chambre. Il avait les yeux rouges. Mais son regard était plus clair.
Il tenait une valise à la main. Je vais dormir dans la chambre d'amis pendant un moment. Maman. Je ne peux pas. Je ne peux pas dormir dans ce lit. J'ai hoché la tête. Fais ce que tu as besoin de faire. Mon fils. Prends ton temps. Cette nuit-là, la maison était silencieuse d'un silence pesant. Plus de rires de Clara. Plus de ses pas légers dans le couloir. Juste le vide qu'elle avait laissé derrière elle. Un vide rempli de douleur, de trahison et de questions sans réponse. Les jours suivants ont été un flou. La nouvelle de l'arrestation de Clara s'est répandue comme une traînée de poudre dans notre cercle social. Les appels téléphoniques n'arrêtaient pas. Certains exprimaient leur choc et leur soutien. D'autres étaient simplement curieux, avides de détails sordides. J'ai appris à filtrer les appels, ne parlant qu'à mes amis les plus proches. Comme David. Il est venu nous voir le lendemain, apportant avec lui non pas des paroles de pitié, mais une présence calme et réconfortante. « Comment allez-vous » a-t-il demandé simplement. En nous regardant, Benjamin et moi, assis dans le salon. « Nous survivons » a répondu Benjamin, sa voix dénuée d'émotion. David a hoché la tête. Le chemin sera long, a-t-il dit. La trahison par quelqu'un que l'on aime est un poison lent pour l'âme. Mais vous êtes forts. Vous deux. Ensemble. Ces mots, simples et directs, ont touché une corde sensible. Il avait raison. La bataille juridique était peut-être terminée. Mais la bataille pour notre guérison ne faisait que commencer. Benjamin a dû faire face aux conséquences au travail. La nouvelle a créé un scandale. Et bien que ses supérieurs aient été compréhensifs, l'atmosphère était pesante. Il a pris quelques semaines de congé pour se recentrer. Pendant ce temps, il a commencé à faire quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire. Il a commencé à cuisiner. Au début, c'était maladroit. Il brûlait les toasts, faisait trop cuire les pâtes. Mais il persévérait. C'était sa façon de reprendre le contrôle, de transformer la cuisine, qui était devenue un lieu de peur, en un lieu de création et de subsistance. Je le regardais faire, le cœur serré mais rempli d'une immense fierté. Mon fils se reconstruisait. Un plat à la fois. De mon côté, je me suis plongée dans le travail. Mais quelque chose avait changé. Le plan de créer une fondation, qui n'était au départ qu'une ruse, avait pris racine dans mon esprit. Les paroles de Clara à l'hôpital résonnaient en moi, c'est la faute de cette vieille dame. Elle avait essayé de me faire porter le fardeau de sa propre avidité. Mais je refusais de la laisser gagner. Je ne la laisserai pas transformer mon héritage. Le travail de ma vie. En un simple mobile pour un crime. J'ai de nouveau appelé Maître Bernard. Maître. Ai-je dit. Ma voix ferme et résolue. Je veux aller de l'avant avec la fondation. Mais je veux changer son objectif. Je veux qu'elle soutienne les victimes de violences domestiques et de manipulations psychologiques. Je veux que Fleur Éternelle devienne un symbole de survie et de force. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis il a dit, c'est une décision admirable. Hélène. Je m'en occupe immédiatement. Ce soir-là, j'ai parlé de ma décision à Benjamin. Nous étions assis à la table de la cuisine, mangeant une simple omelette qu'il avait préparée. Je pense que c'est une idée merveilleuse. Maman, a-t-il dit. Un véritable sourire effleurant ses lèvres pour la première fois depuis des jours. Transformer quelque chose de si laid en quelque chose de beau. C'est exactement ce dont nous avons besoin. C'est à ce moment-là que j'ai su que nous allions nous en sortir. La douleur était encore là. Une plaie ouverte. Mais nous avions trouvé un but.
Nous allions prendre le poison que Clara avait injecté dans nos vies et le transformer en antidote. Non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Le procès approchait. L'avocat de Clara avait tenté de plaider la folie passagère, l'instabilité mentale causée par la peur de la pauvreté. Mais les preuves étaient trop accablantes. Les vidéos, les enregistrements, les analyses toxicologiques, et surtout, sa confession glaciale à l'hôpital. La justice devait suivre son cours. Nous nous préparions à lui faire face une dernière fois. Non pas comme des victimes, mais comme des survivants prêts à clore ce chapitre et à commencer à écrire le suivant. Le chemin était encore long. Mais pour la première fois, je voyais une lueur d'espoir à l'horizon. Le lendemain matin, Benjamin et moi sommes entrés au palais de justice de Paris, où Clara devait faire sa déposition officielle. L'atmosphère dans le bâtiment était lourde. Il y avait une odeur de vieux papier et de café froid. J'ai pris la main de Benjamin, sentant la tension dans ses doigts. Nous avons été conduits dans une petite pièce où un officier nous a demandé de nous asseoir en tant que témoins. J'ai regardé mon fils. Son visage portait encore les marques de la douleur de la veille. Mais son regard était plus ferme. Maman, tout va se terminer aujourd'hui. N'est-ce pas? A-t-il demandé à voix basse. J'ai hoché la tête, lui serrant la main. Oui. Mon fils. Nous allons mettre fin à ce cauchemar. Ils ont fait entrer Clara dans la salle d'interrogatoire, séparée de nous par une paroi vitrée. Elle était assise la tête baissée, les mains menottées, ses cheveux en désordre couvrant une grande partie de son visage. Il ne restait rien du glamour et du charme de la belle fille dont j'avais été si fière. Le chemisier en soie qu'elle portait était froissé, ses yeux gonflés et rouges, non pas à cause des larmes, mais de l'épuisement. Je l'ai regardée avec un mélange de colère et de douleur. Cette femme avait fait partie de ma famille. Elle s'était assise à ma table. Elle avait ri avec moi et avec Benjamin. Maintenant, elle était là. Comme une étrangère. Comme quelqu'un qui avait failli me prendre tout ce que j'aimais. L'avocat commis d'office de Clara, un homme d'âge moyen en costume gris, est entré dans la pièce, a posé sa mallette sur la table et a dit à voix basse, « Mademoiselle Clara, je vous conseille de coopérer. Les preuves contre vous sont accablantes. » Clara a levé les yeux, la panique dans le regard. Mais ensuite, comme si toutes ses forces l'avaient abandonnée, elle a murmuré, « Je vais tout vous dire. Je ne veux plus rien cacher. » Cette phrase m'a glacée. Benjamin, à côté de moi, a pris une profonde inspiration, serrant les poings. J'ai posé une main sur son épaule pour le calmer. Mais je tremblais aussi à cause de ce que j'allais entendre. Clara a commencé à avouer. Sa voix était faible, mais claire. J'ai fait des recherches sur l'arsenic en ligne, sur des forums cachés. Je savais que ce n'était pas facile à détecter si on utilisait de petites doses. Elle a fait une pause, a dégluti et a continué. Je l'ai acheté auprès d'un contact sur le marché noir, un vendeur de produits chimiques illégaux dans la banlieue de la ville. J'ai commencé à en mettre dans la nourriture de Benjamin. Juste un peu. Un tout petit peu chaque jour. L'entendre m'a glacé le sang. Je me suis accrochée au bord de la table jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal. L'image de Clara dans la cuisine, saupoudrant la poudre blanche dans la soupe, est apparue de manière vivide dans mon esprit. Je ne voulais pas qu'il meure immédiatement, a-t-elle dit. La voix tremblante. Je voulais juste qu'il s'affaiblisse. Que tout le monde pense que c'était une maladie. Et quand il serait parti, j'hériterais de la fortune. Après ça, je prévoyais de trouver un moyen pour que la dame
Elle a hésité, regardant vers la vitre comme si elle savait que j'étais là. Point pour que la dame décède aussi. Naturellement. Benjamin a bondi et a frappé la table de sa main. Tu voulais te tuer aussi? Maman! A-t-il crié. Les yeux rougis. Je l'ai tiré pour le faire rasseoir et je l'ai serré fort dans mes bras en murmurant, mon fils. Calme-toi. Elle ne peut plus rien nous faire. Mais à l'intérieur, je me sentais brisée. Clara ne voulait pas seulement m'enlever mon fils. Mais elle avait aussi jeté son dévolu sur moi. Tout cela pour une ambition sans borne. Le commissaire Leclerc, dans la salle d'interrogatoire, prenait des notes attentivement. Il a demandé d'une voix calme, alors? Quel était votre mobile? Juste l'argent? Clara a hoché la tête. Des larmes coulaient sur son visage. Mais il n'y avait aucun remords. Je n'avais rien? A-t-elle dit. J'ai grandi dans la pauvreté. Quand j'ai épousé Benjamin, j'ai cru que j'aurais une vie différente. Mais ensuite, elle a dit qu'elle donnerait toute sa fortune à une œuvre de charité. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je me suis couvert le visage. Des larmes ont coulé en silence. J'avais un jour pensé que Clara était la belle-fille idéale. Je croyais sincèrement qu'elle aimait Benjamin. Mais maintenant, la vérité était révélée comme une plaie ouverte. La police a enregistré toute la déposition, a pris le rapport officiel, et l'avocat de Clara est resté silencieux, incapable de la défendre alors que sa propre cliente s'était incriminée. Leclerc a signé le mandat d'arrêt. Sa voix était ferme. Vous serez transféré au centre de détention pour poursuivre l'enquête. La tentative de meurtre n'est pas une mince affaire. Clara s'est effondrée, se couvrant le visage et sanglotant. Mais personne dans la pièce n'a été ému. Ils l'ont emmenée. Le son de ses pas lourds a résonné dans le couloir. Benjamin et moi sommes restés assis, regardant en silence à travers le miroir sans teint la table vide et le dossier de documents. Quelques heures plus tard, la nouvelle s'est répandue dans tout Paris. Les gros titres des journaux annonçaient « Une jeune mondaine arrêtée pour avoir tenté d'empoisonner son mari pour hériter de sa fortune ». J'ai lu ces mots sur mon téléphone, ayant l'impression de vivre dans un cauchemar. Les actions de la société financière où Benjamin était directeur général ont chuté. Mais heureusement, le conseil d'administration a agi rapidement. Ils ont tenu une conférence de presse, ont été transparents avec les informations, et l'opinion publique s'est calmée. Pendant ce temps, ma marque de parfum a été saluée par la presse pour une décision inattendue. J'ai transformé le faux plan de la fondation en réalité, créant une fondation pour protéger les femmes victimes de violences domestiques. Je voulais transformer cette douleur en quelque chose de significatif, afin que personne n'ait à vivre ce que Benjamin et moi avions vécu. Benjamin, après plusieurs examens, a progressivement retrouvé la santé. Les traces d'arsenic dans son corps ont diminué et le médecin a dit qu'il reviendrait bientôt à la normale. Un après-midi, nous étions tous les deux assis sur le balcon de la maison, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de Paris d'un rouge profond. Benjamin a pris ma main. Sa voix était chaleureuse. Maman, grâce à toi, je suis encore en vie. À partir de maintenant, nous ne laisserons personne se mettre en travers de notre famille. Je l'ai regardé. J'ai souri. Mais les larmes ont de nouveau coulé. Mon fils. Je veux juste que tu sois en sécurité. Je ne pourrais pas supporter de te perdre. Il m'a serré dans ses bras. Et à ce moment-là, j'ai senti le pouvoir de l'amour d'une mère. La seule chose qui ne peut jamais être détruite. En regardant le coucher de soleil, je me suis dit en silence, la cupidité de Clara l'avait enterré.
Mais mon amour pour Benjamin et le sien pour moi avaient tout conquis. Cette maison, la marque de parfum, et tous nos rêves continueraient d'exister. Non pas à cause de l'argent, mais parce que nous avions l'un l'autre. J'ai serré la main de Benjamin, ressentant un grand soulagement dans mon cœur, mais aussi les cicatrices que seul le temps pourrait guérir. Le procès a eu lieu 3 mois plus tard. Ce fut rapide et sans appel. Clara a été reconnue coupable de tentative de meurtre avec préméditation et condamnée à 20 ans de prison. En entendant le verdict, je n'ai ressenti ni joie ni triomphe. Juste un vide immense et une profonde tristesse pour la vie qu'elle avait détruite, y compris la sienne. Benjamin et moi sommes sortis du tribunal main dans la main, sans un mot pour la meute de journalistes qui nous attendait. Nous avons marché sous le ciel gris de Paris, prêts à laisser le passé derrière nous et à regarder vers l'avenir. 6 mois après le verdict, la vie avait repris un semblant de normalité. Bien qu'une normalité différente, changée à jamais. L'appartement, autrefois hanté par le souvenir de Clara, commençait à retrouver sa chaleur. Nous avions réaménagé le salon, remplacé certains meubles et repeint les murs dans des tons plus clairs, comme pour chasser physiquement les dernières ombres de son passage. C'était notre façon de nous réapproprier notre espace. Notre sanctuaire. Benjamin était retourné au travail. Ses collègues l'avaient accueilli avec une discrétion respectueuse. Le scandale s'était estompé, remplacé par une admiration silencieuse pour la manière dont il avait géré l'épreuve. Il était plus concentré, plus mature. La douleur l'avait changé, mais elle l'avait aussi rendu plus fort. Il ne parlait presque jamais de Clara. Mais je savais que la cicatrice était là, profonde et indélébile. Parfois, je le surprenais à regarder dans le vide, son regard perdu dans des pensées lointaines, et mon cœur de mère se serrait. La guérison n'est pas une ligne droite. C'est une succession de bons et de mauvais jours. La fondation, Fleur éternelle, avait officiellement vu le jour. J'y consacrais la majeure partie de mon temps, déléguant de plus en plus la gestion quotidienne de l'entreprise à mon équipe de confiance. La fondation est devenue ma nouvelle passion, ma raison d'être. Nous avons mis en place une ligne d'écoute, ouvert un refuge pour les femmes et leurs enfants, et créé des programmes de réinsertion professionnelle. Chaque fois que je rencontrais une de ces femmes, que j'écoutais leur histoire de survie, je voyais un reflet de notre propre combat. J'avais transformé le poison de Clara en un remède, pas seulement pour nous, mais pour tant d'autres. C'était ma victoire la plus douce. Un soir, alors que nous dînions, Benjamin a posé sa fourchette et m'a regardé avec un sérieux que je ne lui avais pas vu depuis longtemps. Maman, je pense que je vais quitter mon poste à la banque. J'ai été surprise, mais je n'ai rien dit, le laissant continuer. J'y ai beaucoup réfléchi, a-t-il poursuivi. Cette épreuve m'a fait réaliser ce qui est vraiment important. L'argent. Le statut. Ça n'a plus le même sens pour moi. J'aimerais travailler avec toi. À la fondation. Je veux aider. Je veux que ma vie ait un sens au-delà des chiffres sur un écran. Des larmes me sont montées aux yeux. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de fierté. Mon fils. Mon merveilleux fils. Avait traversé l'enfer et en était ressorti non pas amer, mais plus compatissant, plus humain. Il n'y a rien que j'aimerais plus. Benjamin, lui ai-je répondu, ma voix chargée d'émotion. Quelques semaines plus tard, nous avons organisé la soirée de lancement officiel de la fondation. L'événement a eu lieu dans les jardins du musée Rodin, un lieu empreint de beauté et de sérénité. Nos amis les plus proches étaient là, ainsi que des donateurs, des journalistes et les premières femmes que nous avions aidées.
David était à mes côtés. Son soutien silencieux aussi solide qu'un roc. Lorsque je suis montée sur scène pour prononcer mon discours, j'ai regardé la foule et j'ai vu le visage de Benjamin au premier rang. Il me souriait. Un sourire authentique et plein d'amour. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler. Bonsoir à tous. Il y a moins d'un an, ma famille a été touchée par une obscurité profonde. Une trahison qui menaçait de tout détruire. Dans ces moments-là, il est facile de sombrer dans la haine et le désespoir. Mais nous avons choisi une autre voie. Mon regard a balayé l'assemblée. Nous avons choisi de transformer la douleur en pouvoir. Le poison en antidote. C'est ainsi qu'est née la fondation Fleur Éternelle. Notre nom, Fleur Éternelle, n'est pas seulement le nom de ma société de parfums. C'est une promesse. La promesse que même après l'hiver le plus rude, la beauté et la résilience peuvent refleurir. C'est la promesse que la lumière peut et doit toujours vaincre l'obscurité. Quand j'ai terminé, il y a eu un moment de silence, puis les applaudissements ont éclaté, chaleureux et sincères. Benjamin est monté sur scène et m'a prise dans ses bras. Je suis si fière de toi. Maman, a-t-il murmuré à mon oreille. Et moi de toi, mon fils, ai-je répondu, le serrant fort. Plus tard dans la soirée, alors que la musique jouait doucement et que les invités discutaient, Benjamin et moi nous sommes éloignés pour un moment, nous tenant près de la sculpture du penseur. Le ciel de Paris était parsemé d'étoiles. Tu penses qu'un jour, tu pourras à nouveau faire confiance à quelqu'un? Ai-je demandé doucement. Il est resté silencieux pendant un long moment, regardant les lumières de la ville. Je ne sais pas. Maman, a-t-il finalement répondu. C'est peut-être la plus grande chose qu'elle m'ait volée. Mais je sais une chose. J'ai toi. Et pour l'instant, c'est tout ce dont j'ai besoin. Il a passé son bras autour de mes épaules. Et nous sommes restés là. En silence. Regardant la ville qui s'étendait à nos pieds. La douleur était toujours là. Une note de fond dans la symphonie de nos vies. Mais elle n'était plus la mélodie principale. La mélodie principale était maintenant celle de l'espoir, de la survie et de l'amour indéfectible entre une mère et son fils. La cupidité de Clara l'avait conduite dans une cellule de prison, dans les ténèbres qu'elle avait elle-même créées. Mais nous étions là. Dans la lumière, plus forts et plus unis que jamais. Nous avions survécu. Et nous allions continuer à vivre, non pas comme des victimes, mais comme la preuve vivante que même la plus sombre des nuits ne peut empêcher le soleil de se lever. L'histoire que nous racontons est fictive, mais elle s'inspire de certains événements réels. Les noms et les lieux ont été modifiés pour protéger l'identité des personnes concernées. Nous ne la racontons pas pour juger, mais dans l'espoir que quelqu'un l'écoutera et s'arrêtera pour réfléchir au nombre de mères qui souffrent en silence au sein de leur propre foyer. Je suis sincèrement curieuse. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Choisiriez-vous de garder le silence pour préserver la paix ou oseriez-vous tout affronter pour retrouver votre voix? Je veux savoir ce que vous en pensez. Car chaque histoire est une bougie qui peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse toujours. Et je crois fermement que le courage mène à des jours meilleurs.